เข้าไปเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุกับคุณเกียร่า Cuéntaselo a la radio de Keira. Opowiedz to w Radio Keira. Ven a decírselo a la radio de Keira. Komm, erzähl es in Keiras podcast. Vai a dirlo alla radio di Keira. Mene ja sano se Keiran قول radios. اللي عندك على راديو كيرا. Say it on Kira's podcast. Bonjour Maboula Koussoumoro, bonjour Mme Fatou Niang, je vous souhaite la bienvenue chez vous. Bonjour Keira, merci pour l'invitation. Alors je vous reçois aujourd'hui car j'aimerais que toutes les trois, on prenne le temps de discuter dans le calme et entre nous, on va aborder plusieurs questions, plus ou moins importantes, mais surtout dans la bienveillance. Alors vous êtes toutes les deux professeurs. Donc déjà on va commencer par cette petite notion, parce que c'est comme ça un peu qu'on vous présente dans les médias. Et moi j'aimerais savoir, professeur de quoi, vous enseignez quoi et vous enseignez où? Waouh. Bah non, alors, comment est-ce qu'on te présente dans les médias? Là, je rebondissais sur ça parce que souvent on dit que je suis militant. Exactement. Voilà. Et alors qu'en fait, je suis prof. Donc, on va faire technique, on va faire un peu d'ego trip, tu sais, genre culture hip-hop. Je suis maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone, ce qui veut dire que j'ai obtenu ce qu'on appelle une maîtrise de conférence que l'on peut obtenir en France après la soutenance d'un doctorat, d'une thèse de doctorat. Et donc voilà, je suis docteur en civilisation du monde anglophone, maître de conférences en civilisation du monde anglophone. Et comme je suis titulaire d'un CAPES d'anglais, je suis professeur certifié d'anglais. Voilà. Et donc ce que j'enseigne, c'est la civilisation américaine, donc vraiment des États-Unis, l'histoire et la culture des États-Unis. Et ma spécialisation de recherche, moi, c'est vraiment la communauté africaine-américaine, l'histoire et la culture africaine-américaine, et ce qu'on appelle la diaspora noire africaine, c'est-à-dire les populations d'ascendance africaine, proches ou lointaines, qui sont disséminées à travers le monde. Mais ma spécialité, vraiment, c'est cette dissémination qui a fait suite à la traite négrière transatlantique. Donc je m'intéresse vraiment au monde atlantique, je m'intéresse aux Amériques et maintenant de plus en plus à l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir dans tous ces espaces qui ont été façonnés par l'ère moderne? Voilà, c'est ça ma spécialité, c'est ce qu'on appelle, en anglais c'est les Africana Studies, c'est pas African, c'est Africana Studies, et c'est les études qu'on espère un jour en France de la diaspora noire africaine. Voilà ce que j'enseigne, et j'enseigne aussi de la traduction. Ben, très bien, et pour rebondir un peu sur ce que Maboula disait par rapport à cette question de la dénomination, moi je me suis rendu compte lors d'un débat d'une question très très simple, c'est qu'aujourd'hui, tu le disais dans mon film, que voilà, très souvent tu es présentée comme militante au lieu d'être présentée comme maîtresse de conférence, et je pense qu'il y a une dualité qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui on entend très facilement maîtresse de conférence, mais je pense que la première fois que j'ai entendu le mot, c'était chez toi. Tu t'es présenté comme ça, donc les gens se sentaient, je crois, déjà agressés par la féminisation du titre. Et puis, je pense aussi le fait que, voilà, dans l'imaginaire ou le psyché français, un maître de conférence ne te ressemble pas. Et je me suis rendu compte que souvent, les gens me disaient, voilà, tu es professeur, parce qu'ils utilisaient l'anglais, le fait que je ne me présentais pas comme maîtresse de conférence, parce que je me suis rendu compte, voilà, il y avait quelque chose de l'ancrage de ce titre dans un terreau français, qui fait que si je me présentais comme maître ou maîtresse de conférence, ce serait rejeté. Mais comme je disais, je suis professeur aux États-Unis, ça sortait un peu du champ français. Et que du moment où j'ai commencé à me dire, voilà, je vais faire comme Maboula, parce que voilà, moi, tu es quelqu'un qui a été très importante dans ma vie, les problèmes ont commencé là. Mais vraiment, ça c'est une chose extrêmement importante. Et ça dit quelque chose de cet ancrage presque anal que les Français ont dans le développement de l'identité, avec la langue, de ce que la langue dit, et de la manière dont on peut t'ancrer ou te périphériser, te marginaliser par la langue. Donc pour moi, oui, les problèmes ont commencé dès lors que j'ai commencé à me présenter comme maîtresse de conférence, et là, non, militante. Donc voilà, moi je suis comme Maboula, maîtresse de conférence, associate professor à l'université Carnegie Mellon en Pennsylvanie.
où j'enseigne donc les littératures et cultures françaises du XXe siècle, avec une spécialisation sur la question noire et sur les questions sur la question de l'identité française. Comment est-ce que l'identité française se crée, quels sont les facteurs d'identification, les facteurs de création d'un nous, que ça soit dans la création du canon littéraire, du canon cinématographique, dans le parler public, politique, journalistique, et comment sur les 2 siècles qui moi m'intéressent, donc le 20e siècle et le début du 21e, comment la création de ce nous, elle s'est faite en miroir, en créant un E marginalisé qui aussi devait servir de contre-exemple. Donc comment est-ce qu'on crée de l'unité, de l'identité, tout en créant de la marginalité. Et puis, donc voilà, et ce sont des questions qui sont très intéressantes parce que c'est aussi parler de moi, parler de nous. Et je pense que c'est une chose dont on parlera ensemble. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de travailler dans le monde académique, des 2 côtés de l'Atlantique, que ce soit en France comme aux États-Unis, en se prenant comme objet et sujet de sa recherche. Donc en refusant cette distance que le modèle académique occidental nous impose pour être reconnus comme des chercheurs pleins et sérieux et respectables. Maboula, vous êtes professeur, je peux dire professeur ou je dois dire maître de conférence à chaque fois? Comme vous voulez. Mais administrativement, selon le Conseil national des universités françaises, je suis maîtresse de conférence. Eux-mêmes disent maître de conférence, c'est pas féminisé dans l'administration. C'est comme quand administrativement on dit plus mademoiselle en France, mais tout le monde s'en fout. On dit que madame, mais dans la langue on dit encore mademoiselle. Administrativement, je suis maître de conférence. Ouais. Donc ça veut dire que je suis enseignant-chercheur. Donc ce serait faux déjà de vous dire professeur. Professeur, oui, ce serait faux parce que dans les grades de l'université, vous avez plusieurs grades. Donc le premier grade pour les titulaires, il y a plein de façons d'enseigner à l'université, c'est maître de conférence. Et il y a un grade supérieur qui est professeur des universités. D'accord. Donc, qui est au-dessus de ouais, qui est au-dessus, c'est le grade. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être professeur? C'est faire une sorte de nouvelle mini-thèse de doctorat. D'accord. Voilà. C'est encore c'est une galère. Donc, de vous présenter comme professeur toutes les 2, ce serait déjà faux? Oui, parce que, ou après, ça dépend quand on dit les profs, tu vois, les enseignants. Mais quand tu dis les profs, si tu dis je suis prof, on peut se dire, et surtout quand les personnes nous voient, parce qu'il y a la question du corps, ah oui, t'es prof, t'es prof d'anglais. T'es prof d'anglais, t'enseignes, t'es limite à la maternelle. Ah, professeur des écoles. Ouais, ou t'es professeur au collège ou au lycée. Tu vois, t'es prof. Donc, je suis prof, mais dans ce monde des profs, il y a plusieurs profs. Voilà. Du prof comment dire, professeur des écoles jusqu'au professeur des universités. Et moi, je suis plus proche des professeurs des universités que des professeurs des écoles. Et c'est pas pour dire que je tiens à cette hiérarchisation. Parce que c'est pas ça. Mais comme la hiérarchisation, elle a quand même un impact social, ça m'amuse de savoir que cette hiérarchisation, elle s'efface toujours quand il s'agit de moi. Absolument. Et que pour d'autres corps, là, ça va être très important de marquer. Donc moi, on va pas me carotte. S'il y a la hiérarchisation qui existe, elle existera pour tout le monde. Et des fois, elle est en ma faveur. Parce que cette hiérarchisation, elle est aussi importante dans un pays comme la France qui a créé... Alors, les choses sont en train de changer maintenant, avec la trumpisation de la société un peu, mais dans un pays où on a décidé, à partir du XVIe siècle, que l'intellectuel était important, que l'intellectuel avait une place absolument de premier ordre dans la création de ce que ce pays devait être, et qu'à partir de là, l'intellectuel a un rôle, a une parole qui pèse, et que quelque part, lorsque moi j'ai bien vu ce que tu dis, qu'on ne tient pas à ces hiérarchies, mais on est dans un pays où ces hiérarchies comptent, ou aussi quand tu parles de la question du corps, ça aide aussi à dire quelle parole est respectée, quelle parole a du poids, et nous aussi nous sortir de ces hiérarchies, quelque part, c'est effacer les efforts que nous avons dû faire toute notre vie pour en arriver là, et puis aussi nous dire votre parole n'aura jamais d'importance parce que... Oui, elle n'aura pas le poids. Moi, on m'a déjà dit vous êtes complexé et vous ne serez jamais à la hauteur d'un Alain Finkielkraut. Vous ne serez jamais une intellectuelle telle que Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, il n'est pas docteur. Il est académicien aujourd'hui, mais il n'est pas docteur. Donc, j'ai plus de diplômes que lui. Point, barre. Ça commence dur.
Alors, Mme Fatou Niang, vous avez écrit Identité française, banlieue, féminité et universalisme. Maboula Soumaoro, vous avez écrit Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire. Pouvez-vous me les résumer chacune votre tour, s'il vous plaît? On a commencé par toi. Ben, c'est un livre qui est assez académique parce que c'est la transformation de ma thèse qui a été défendue en 2012 qui s'appelait Banlieue française, universalisme S, et qui a été à l'époque, ça a été assez compliqué parce que l'universalisme ne se met pas au pluriel. Et donc moi je posais déjà cette question de la pluralité et puis cette question d'un universalisme qui était pas faux mais qui était en panne, qui était un projet déjà à l'époque, un projet voilà, qui depuis son inception avait montré ses limites et qu'il fallait qu'on trouve ou qu'on fasse attention à d'autres manières de vivre l'universalisme qui était déjà là. Et donc ce que je fais, c'est voilà, quelles sont les autres manières de faire, les autres manières d'être, qui ne sont même pas inventées mais qui sont déjà là. Et qui sont invisibilisées justement par ce grand discours, cette grande couverture qu'on met sur ce que c'est d'être français. Et donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, je me suis saisie de plusieurs champs, le champ de la littérature, le champ journalistique, en prenant comme objet d'étude, sujet d'étude la banlieue, et les banlieues des grandes villes françaises, le champ du cinéma, et voir dans tous ces champs-là qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un auteur français, comment est-ce qu'on devient un auteur français, et comment ça se fait que voilà, des gens comme moi, qui n'ont connu d'autres pays que la France, qui écrivent sur la France en français, soient vendus à la FNAC ou à Gibert voilà, comme auteur francophone ou dans la littérature du voyage, alors que d'autres écrivains issus d'autres horizons, des fois d'autres continents, du Canada, des États-Unis, peuvent être adoptés très facilement et devenir des écrivains français. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un facteur qui était extrêmement important, c'était le facteur de la couleur. Et l'appartenance à une aire géographique qui était l'ère géographique des anciennes colonies françaises. Donc voilà, qu'est-ce qu'un auteur français? Comment est-ce qu'on devient auteur français? Comment est-ce qu'on fait un film français? Comment est-ce qu'on peut être considéré comme quelqu'un qui parle français? Et donc à partir de là, essayer de trouver d'autres manières de faire, d'autres manières de dire qui sont déjà là et qui mettent en lumière la panne de ce projet qui est l'universalisme, qui, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre cette crispation qu'on a avec l'universalisme, qui est aujourd'hui une espèce de forteresse qu'il faut défendre et qui est comme ça assiégé par toutes ces nouvelles forces, toutes ces nouvelles minorités, etc. Parce que l'universalisme est un projet qui, dès le début, a montré ses faiblesses, a montré ses limites à prendre en compte les femmes, a montré ses limites avec le code de l'indigénat. Donc voilà, j'écris ce livre qui est un état des lieux des limites de notre système et qui surtout se termine sur les 2 derniers chapitres avec des exemples d'ouverture, de choses qui sont déjà là, que nous n'avons pas inventées, mais voilà, il faut que notre société ouvre les yeux sur ces manières de faire. Et qui souvent sont dans les périphéries, que ce soit les périphéries des corps, les corps considérés comme autres, les corps considérés comme marginalisés, différents, marginaux, mais aussi les périphéries au sens spatial, géographique. Donc je travaille sur les banlieues et aussi les outre-mer. Alors moi, pour le triangle et l'hexagone, en fait, si j'y réfléchis, et vraiment pour ne pas être trop longue, en fait, je me dis que comme je l'ai écrit en 2019, c'était peut-être une sorte de bilan. En 2019, ça faisait 10 ans que j'étais rentrée en France et que je m'étais installée en France, et voilà, où je paye des impôts en France, et j'ai arrêté mes allers-retours entre Paris et New York. Donc c'est comme une sorte de réflexion, une réflexion sur ce qui s'est passé pendant cette décennie et comment je suis rentrée des États-Unis, où j'avais été tellement heureuse, libre, et que j'avais tellement étudié, travaillé, plus tard même enseigné. Et je me suis autorisée à écrire en français, et depuis la France, voilà, mon expérience noire française. Et je faisais une sorte de bilan sur même 20 ans. C'est-à-dire qu'il y avait ces 10 ans de retour en France, mais il y avait les 10 années qui avaient précédé où j'étais partie aux États-Unis, et ce qui m'avait vraiment, vraiment transformée. Et surtout qui m'avait transformée
pas seulement personnellement, mais aussi intellectuellement. C'est vraiment entre 99 et 2008. 2008, c'est l'année de la soutenance de ma thèse, que j'ai découvert la diaspora, que j'ai réfléchi à la diaspora, que je suis sorti de ma propre expérience pour me lancer dans un champ d'études, dans un champ de recherche qui avait exploré toutes ces questions et que je m'étais enfin autorisé à les poser au départ sur les Amériques, parce que vraiment je travaille sur les Africains américains, sur les Afro-Jamaïcains et tout ça. Et au final, c'est comme si tu te disais, non mais, et moi dans l'histoire en fait, moi aussi je suis Renoir. Et c'est quoi être noir? C'est quoi être noir aux États-Unis? C'est quoi être noir en Jamaïque? C'est quoi être noir, et là c'est même pas le Renoir, mais c'est quoi être Djoula en Côte d'Ivoire? Mes parents viennent de la Côte d'Ivoire. C'est quoi être Renoir et Djoula et musulmane quand je vais au Sénégal où je suis allée beaucoup au début des années 2000? Et finalement, c'est quoi être noir en France, dans ce pays qui est aussi le mien, tu vois? Et donc à partir de là, je me dis, je commence à me dire... voilà, je vais parler de l'Hexagone qu'on connaît bien et je vais parler de ce triangle, évidemment le triangle atlantique, qu'on a l'air de moins connaître, en tout cas depuis la France hexagonale. Et je vais essayer de faire un peu une sorte de combinaison entre mes acquis universitaires, mes acquis académiques, mes acquis théoriques et mon expérience de vie. Et donc là, il y a aussi une sorte de libération, d'émancipation, sûrement liée à l'âge, tu vois, sûrement liée au moment de ma carrière, où de toute façon, ça y est, j'ai fini mon diplôme, ça y est, j'ai un poste à vie, je suis devenu fonctionnaire. Il m'est arrivé aussi 2-3 bricoles qui m'ont montré les limites ou le plafond de verre de ma carrière, en tout cas en France. Je continue à faire des trucs à l'étranger, donc voilà. Mais pour la France, je vois à peu près comment les choses elles vont se dérouler. Donc j'ai plus rien à perdre. Et j'ai plus rien à gagner non plus, si ce n'est la liberté. Donc à partir de maintenant, j'ai fait tellement d'efforts avant, j'ai tellement négocié, j'ai tellement fait de compromis que là je suis en roue libre et je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Donc je vais dire et je réfléchis, je vais écrire comme je veux. Et en cela, c'est un bouquin qui à mes yeux peut être un bouquin universitaire, mais c'est aussi un bouquin qui peut ne pas être facilement reconnu comme universitaire par l'université française. Mais je m'en fous. Tu vois, je m'en fous et je vais le faire comme ça. Et soit au final ça sera accepté, soit ça sera pas accepté, c'est-à-dire soit ça va favoriser mon CV et m'apporter des choses ou soit pas du tout, mais j'en ai rien à faire. Et après, par exemple, des collègues comme Mam l'ont lu, il y a d'autres gens aux États-Unis qui l'ont lu, qui l'enseignent et tout ça. Mais en tout cas, au moins, pour moi, je me dis, je fais ce que je veux. Je vais pas écrire, par exemple, moi j'ai ma thèse qui traîne depuis 2008, je l'ai jamais publiée. Voilà. Bon. Mais ma thèse, elle est accessible en ligne, elle est accessible gratuitement et je comprends pas, par exemple, qu'on puisse dire, oui, votre thèse, elle est pas publiée comme si c'était la marque de quelque chose. Non, tu peux publier ta thèse ou ne pas la publier. C'est c'est pas obligatoire au sein de l'université. Après, pour ton CV, pour ton avancement, il vaut mieux. Mais quand tu penses à l'accès au savoir, ma thèse, là, elle est en ligne, elle est accessible, gratuite au monde entier. Et on voudrait faire croire qu'au moment où elle sera un livre payant, et ben là, elle aura plus de valeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est chelou parce que même quand tu publies dans le format livre, il faut que tu la traduises un peu dans un jargon moins universitaire. Donc le top là, de ma recherche, c'est la thèse. Super relou, avec des notes de bas de page, avec un jargon académique et tout ça. Et là, on te dit non, mais elle n'est pas en livre. Mais si elle est en livre, déjà, peut-être qu'elle deviendra un peu plus accessible linguistiquement, mais surtout, elle deviendra payante. Absolument. Et elle sera moins accessible que là, elle est en ligne. C'est obligatoire, tu vois. Mais donc voilà, mais cette langue de l'université, moi, je l'ai un peu abandonnée parce que c'est pas ma langue, c'est la langue que j'ai acquise. C'est une question sociale parce que moi, je viens d'un milieu très modeste et tout ça. Donc, t'as cette élévation sociale par la langue, mais cette langue, je la parle et elle fait partie que de plusieurs langues que je parle. Et ça m'intéresse plus de parler comme ça. Et ça m'intéresse d'être comprise par le plus grand nombre de personnes. Donc voilà, je fais le triangle et l'hexagone et je raconte ma vie, mais en réfléchissant à voilà, cette notion de diaspora, cette notion de dispersion, ces notions de migration. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir? Et même s'il a fallu que je fasse ce détour par les Amériques, bah, il y a un moment, je suis rentrée en France et là, le retour en France,
C'est une expérience à vivre. Je vais juste te demander, je pense qu'on en a peut-être parlé plusieurs fois, mais je ne pense pas t'avoir jamais posé la question comme ça aussi directement. Quand tu t'es dit, voilà, je vais me libérer de ce carcan, que ce soit dans la langue, que ce soit... Et ça pose quand même aussi, ça pose beaucoup de questions par rapport à ce qui est considéré comme un langage académique, à ce qui est considéré comme un produit académique, parce que pour moi, et pour beaucoup de gens autour de moi, que ce soit en Norvège, en Europe du Nord, aux États-Unis qui ont lu ton bouquin, il n'y a absolument aucun doute que c'est un produit académique, absolument. Mais quand tu t'es posé cette question de te dire, voilà, déjà rien que cette transgression de prendre le jeu, est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé tout de suite ou tu penses que c'est le produit d'une maturation un peu plus longue par rapport à l'écriture du livre ou, tu vois ce que je veux dire? Non, je pense que c'est un cheminement, je pense que tu as raison que c'est un cheminement parce que les premiers écrits que j'ai retrouvés par rapport à cette question de triangle, par rapport à cette notion d'afropéanité et tout ça, ils datent de 2013. J'ai commencé, mais dans le milieu universitaire, souvent à l'étranger, d'ailleurs non, presque systématiquement à l'étranger. C'était aux États-Unis, mais aussi en Allemagne et en Grande-Bretagne. Je travaillais sur ça, mais de manière académique, c'est-à-dire que je regardais des récits, je regardais Sadie Hartman, je regardais Leonora Miano, par exemple, et j'essayais de voir c'est quoi cette identité noire, mais tout en refusant de m'y insérer. Et après, petit à petit, il y a un moment, je me dis, bah, en fait, je suis en train d'essayer de m'expliquer ma vie. Je suis en train de m'expliquer ma propre vie à moi-même et peut-être qu'en faisant ça, j'explique la vie d'autres personnes qui sont aussi enfants d'immigrés, enfants d'Africains ou, je sais pas, enfants d'Antillais, enfin des gens qui viennent de cette immigration post-coloniale extra-française ou française, parce qu'évidemment, bien sûr qu'il y a les territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Donc à partir d'un moment, c'est comme si tu oses, tu vas te dire, maintenant, en fait, comme si je vais faire un coming out. Je fais un coming out et ben en vérité je parle de moi et j'ai parlé de moi où je me cherchais moi depuis le début et donc il a fallu que je me cache derrière la recherche, il a fallu que je me cache derrière les afro-américains, il a fallu que je me cache derrière les afro-jamaïcains et maintenant je me dis non en fait le dernier feuillet à partir, si tu vois ça comme un oignon, c'est cette peur ou cette libération que tu as du carcan universitaire ou même de un peu la carotte, parce que c'est une carotte, on te dit tu fais ça et tu auras tel niveau et toi ça a été le dernier feuillet de te dire c'est marrant ce que tu dis parce que je crois qu'il y a un moment c'est comme si effectivement il y avait eu cette carotte et qu'il y a un moment tu as tellement parcouru le chemin et à un moment tu vois tellement les limites de cette carotte qu'à un moment tu dis j'ai rien à gagner en fait. J'ai plus rien à gagner en fait. Il y a un truc qui coince. Tu vois, il y a quelque chose qui coince. Donc franchement, autant être libre. Ça sera jamais assez, ça sera jamais... Donc franchement, sois libre. Moi, c'est la conclusion que j'en ai tirée. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je vois que j'ai obtenu ci, ça. Mais je crois que je n'obtiendrai pas beaucoup plus. Donc maintenant, c'est bon. Et donc la libération, elle passe aussi par la langue, mais la langue, on va dire le jargon universitaire, mais aussi la langue d'expression. Au début, quand j'écris le bouquin, je l'écris en anglais. Et d'ailleurs, je suis aux États-Unis. C'était il y a quelques années, j'ai fait une année entière aux États-Unis. J'étais invité dans plusieurs facs et voilà. Et c'est là que j'ai commencé à écrire ce qu'allait devenir le livre. Mais j'ai écrit ces pages en anglais. Et il y a un moment, ça m'a même coûté de me traduire et de m'autoriser, tu sais, parce que je me dis c'est ridicule, tu es en train d'écrire en anglais, tu vas pas te faire traduire en français. Tu vois. Et ce qui m'a débloqué, c'est mon éditeur, c'est Thomas Deltombe, il faut vraiment que je le cite, chez La Découverte, qui m'a dit ouais, ok, tu as des pages en anglais, c'est bien, ça m'intéresse, ça nous intéresse, mais il faut que tu le fasses en français. Donc là, tu te dis, je vais pas me faire traduire, c'est ridicule. Et donc, en fait, quelle est ma voix en français? C'est quoi? Si je parle de ces choses-là en français, j'en parle comment? J'en parle comment? Et ça a été vraiment un vrai exercice, mais un vrai exercice de déblocage. Et donc Thomas Deltombe, il m'a dit, essaye d'écrire en réfléchissant à pourquoi tu ne peux pas dire ça en français. Et c'est ça qui a donné l'introduction. Tu dis pas ça en français parce que tu n'as pas le droit de dire en français. Tu dis pas ça en français parce qu'on ne parle pas de ces choses-là en français. Tu dis pas ça en français parce qu'on n'étudie pas ça en français. Et en français et en France, tu n'existes pas. Tu es une Renoir, tu es une fille d'immigrés, après tu es partie. Tu n'existes pas. Il y a les Africains, tu vois, il y a des Noirs, mais ces Noirs-là sont pas vraiment français. Et toi, tu te dis, mais attends, j'ai 40 piges et au final, je suis né à Paris. C'est ça la réalité. La réalité, c'est ça. C'est pas une envie, c'est même pas un choix. C'est que le fait est que je suis né à Paris. Et que j'ai l'endroit où j'ai passé le plus de temps dans ma vie, c'est la France. Le deuxième endroit où j'ai passé le plus de temps dans ma vie, c'est pas la Côte d'Ivoire.
c'est pas l'Afrique, c'est les Amériques. Et les États-Unis notamment, tu vois. Donc, il y a un moment, tu dis, vas-y, dis ça, dis-le. Et en mélangeant tout, en mélangeant les langues, peut-être les niveaux de langue, mais pas encore assez à mon goût. Maintenant, je suis un peu frustrée par... tu vois, c'était déjà un gros truc à l'époque, et maintenant que tu l'as fait, tu dis non, c'est pas assez, donc tu vas aller encore plus loin. Mais aussi en mélangeant les savoirs et en parlant de ta propre trajectoire, de la manière la plus complète. C'est-à-dire que t'es pas seulement un docteur en civilisation du monde anglophone, t'es pas seulement une maîtresse de conférence, tu vois, t'es pas seulement une meuf qui a vécu à New York ou qui a beaucoup passé de temps dans la Caraïbe anglophone, t'es une meuf qui a écouté du reggae, t'es une meuf qui a écouté du rap, t'es une meuf qui a grandi en cité, t'es une meuf qui a grandi pauvre, t'es une meuf qui a rêvé, tu vois. Et puis aujourd'hui, t'es à un autre stade de ta vie où t'es devenue, je sais pas moi, comme si bourgeoise, et maintenant tu traînes dans des plateaux télé, maintenant on t'invite, maintenant tu voyages plus facilement là. Et tout ça, c'est toi. Et tout ça, ça va à l'encontre de l'image du carcan français posé sur les Noirs ou les gens qui te ressemblent. Donc on va dire, t'es une maîtresse de conférence, alors si, ça. Ou t'es une militante, ce qui est complètement faux, donc si, ça. Ou t'es musulmane, alors si, ça. Ou t'es une banlieusarde, si, ça. Ben non, moi je te dis que j'ai grandi en cité, que j'ai grandi pauvre, que je viens d'une famille nombreuse, que j'ai beaucoup voyagé, que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup étudié, que j'ai beaucoup écouté de sons, que je suis allée en son de système, que je suis allée à des concerts de rap, que je connais des rappeurs, enfin c'est ça. Et comment on le dit ça? Absolument. Comment on le dit? Parce que tu fais éclater toutes les catégories extrêmement rigides qu'on crée, qu'on défend, et qui en fait, tu ne te retrouves dans aucune. Non. Et tu as dit une chose qui est extrêmement importante de cette c'est même pas la méritocratie, c'est le fait de dire si vous faites tout ce qu'on vous demande de faire, vous aurez les ors et vous aurez... En fait, tu te rends compte que ce n'est jamais assez parce que aujourd'hui, quand on vient à te dire « Mais comment peux-tu dire qu'il y a du racisme en France? Tu es professeur des universités. » Comme si le fait d'être maîtresse de conférence montrait que tu étais arrivé à un niveau qui démontrait l'inanité ou l'impossibilité d'un racisme en France, alors que ce statut montre quand on lit ton livre, moi je trouve que ton livre c'est vraiment c'est des petits poussés. Tu poses toutes les mie de pain, tu poses tous les petits, toutes les petites crasses, tout ce que tu as dû, les barrières, tout ce que tu as dû surmonter, qui montre que j'y suis arrivée, mais je suis une statistique. Je n'étais pas censée être là. Je suis la seule. Parce que les autres parlent de ça, mais moi je suis la seule. Les autres. Et la seule, et pas seulement racialement, mais t'es la seule socialement. Et je veux pas dire que tu peux pas venir d'un milieu modeste et arriver à l'université, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais mon milieu modeste à moi je connais personne qui a eu, accès à la banque alimentaire qui est à la fin. Tu vois, et qu'après, dans cette question d'élévation sociale, il y a plusieurs choses qui se jouent, parce que soit tu te dis, oui, l'éducation et l'éducation gratuite en France, ou les bourses que j'ai obtenues, elles vont te permettre de ça, elles vont te permettre de t'élever, et après tu crois à cette nouvelle classe sociale, et tu crois à leurs valeurs, et tu leur dis, tu dis, maintenant c'est bon, je suis plus une meuf de la Tess, tu vois ce que je veux dire, je me tiens bien, je mange bien, tu vois ce que je veux dire, je dis ça. Mais quand tu veux pas ça, quand tu dis, ouais, bien sûr que je veux le salaire, bien sûr que je veux le statut, bien sûr que je veux le boulot, mais franchement, je vais continuer à écouter mon son. Je vais continuer à manger comme ça, ou je vais continuer à traîner avec des gens qui gagnent le SMIC ou qui sont au RSA, même si j'ai bien conscience de la différence, tu vois. Toi, t'es là en train de dire, est-ce que je vais aller à New York ce mois ou pas, et puis il y en a, ils sont en train de voir comment ils vont payer leur loyer. Donc ça existe, mais il y a quand même une distance avec ton nouveau cercle, parce que c'est pas la même life. Que les gens vont te parler, ça peut être même tes collègues, oui, tu sais, j'avais quelqu'un en cours, il avait un look de mec de banlieue, mais c'est toi la banlieue. C'est quoi un look de banlieue? Et la personne qui te dit ça, elle te le dit juste parce que comme vous êtes dans le même bureau, vous êtes pareil. Mais moi, la banlieue, ma famille, j'y vis de toute façon. Même si je suis passée par d'autres endroits, aujourd'hui, techniquement, je suis encore une banlieusarde. Et la banlieusarde, c'est pas censé être toi. Alors que tu l'es. Et il faut, comme s'il fallait que tu caches toujours des choses. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais comme d'une sorte de coming out. Ce truc de cacher. Maintenant, tu dis, vas-y, t'as 40 ans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu le payes cher, parce que tu révèles des choses qui sont censées être cachées, tu révèles. Et il y a aussi cette question de finalement... tu y es arrivé, pourquoi tu n'es pas vraiment... Et c'est comme si tu trahissais un peu, parce que tu es dans notre monde, tu es de l'autre côté de la barrière, pourquoi est-ce que il faut que tu gardes
ces fidélités avec un monde que tu es censé avoir quitté? Pourquoi tu t'évertues à vouloir dévoiler ce qui doit rester caché? Pourquoi tu t'évertues à rester avec eux alors que maintenant tu es avec nous? Sans se rendre compte que toute ta vie, tu as été entre plusieurs mondes. Mais c'est ça, et ce monde-là avec eux, c'est les tiens. Qu'est-ce que tu fais de ta mère? Qu'est-ce que tu fais de tes frères et sœurs? Qu'est-ce que tu fais de tes potes? Enfin, ce que je veux dire, c'est que même si tu décidais de changer de vie, de changer de cercle, ta famille, elle fait quoi? Et donc ta famille, elle a la même condition, on va dire, comment on dit, socio-professionnelle. Enfin, tu sais, au début, ils partent de zéro ou de moins, tu vois, comme nous. Ça reste tes frères et tes sœurs. Ça reste ta famille. Je trouve ça important parce que quand on parle de notre positionnalité, et moi c'est des questions qui me parlent même si j'enseigne aux États-Unis, quand on parle de notre position en tant que chercheur issu d'eux, on parle souvent de la place de nos écrits et on ne parle pas souvent de ces questions-là, la question de la classe, la vie, le quotidien, qu'est-ce que c'est d'évoluer entre ces mondes-là, on en parle pas souvent. Parce qu'il y a plein de gens qui ont ces idées, tu sais, comme tu as dit, ces catégories, voilà, banlieue ça veut dire ça, islam ça veut dire ça, mais toi c'est ta vie. C'est ta mère qui est Hadja, qui a été à la Mecque, qui prie à l'heure 5 fois par jour. C'est ta mère, c'est pas ta voisine, c'est pas un article dans l'Express ou un truc ou une controverse à BFM. C'est ta daronne. Que je veux dire que tu as essayé d'appeler et que je sais pas, elle a pas répondu parce qu'elle était en train de cousin, elle était en train de prier. Enfin, tu vois, ça c'est une réalité, tu n'inventes pas. Les musulmans si, les banlieusards ça, mais tu dis mais attends, c'est des banlieusards, c'est pas un concept. C'est pas un concept pour moi, c'est une réalité. Tu sais que quand tu vas dans telle cité, tu peux pas rentrer. Dans quelle cité de France tu peux pas rentrer? Et puis je veux dire, comment ça veut dire quoi? Je connais un tel, il habite là-bas, je connais l'autre, elle habite là-bas, j'y vais. Comment ça tu peux pas rentrer? J'ai jamais vu une cité en France dans laquelle tu pouvais pas rentrer. Oh, il peut t'arriver des bricoles et tout ça, les gens ils savent très bien qui est de là, qui est de pas là, mais c'est pas comme si t'arrivais dans un endroit, les gens ils te sautent dessus, c'est pas vrai. Il y a un checkpoint avec des jeeps. N'importe quoi. tu vois? Moi, il y a une petite... un truc aussi que vous oubliez de dire ou auquel vous ne pensez pas, c'est que souvent, ce que moi j'entends, c'est vous dites pas assez merci à la République. Oh non. Kéra. Non, mais ça... Mais merci de quoi? Mais moi, franchement, et ça n'engage que moi, je trouve que la République, la République m'a donné. Je dirais pas énormément. Comme elle a prévu de donner à tout le monde. Voilà. Mais elle m'a donné des trucs, mais pas de ouf, parce que moi, la pauvreté, je sais ce que c'est. La précarité, je sais ce que c'est. Donc, bien sûr que tu as des aides sociales, mais les aides sociales, c'est pas des aides sociales de ouf. Hein. Tu vois, je me rappelle du moment où, en grandissant, je devais choisir entre la bourse universitaire sur critères sociaux et mon poste de surveillante en collège ou lycée, 28 heures par semaine en plus de tes études, et tu pouvais pas combiner les deux, alors que c'était le seul moment où j'ai envisagé de passer mon permis de conduire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un peu de sous en plus. Donc j'ai reçu des aides toute ma vie, mais moi je sais que c'était pas des aides de ouf. Ça c'est le premier point. Et surtout, après, je pense que j'ai énormément rendu. Moi, je crois au service public. Absolument. Moi, je suis fonctionnaire et j'ai fait du bénévolat ou m'occuper des jeunes ou m'occuper d'activités sportives. Et aujourd'hui, je sais pas, même pour être dans le comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, où j'ai fait ça 3 ans, c'est pas payé. Et ça, je le fais. Quand je fais une apparition média, pour moi, c'est du service public. C'est pas payé, les apparitions médias, quoi que les gens puissent croire. Au pire, tu grattes un taxi, aller-retour. Au pire. Tu vois, c'est tout. Ça, c'est du service public. Je suis prof. Ça, c'est du service public. Et j'estime qu'avec mon diplôme de Bac+8, j'ai pas un salaire de ouf. Tu vois? Donc, ce truc de la République m'a permis de faire des choses. Il n'y a pas assez de gens comme moi à mon niveau pour montrer que cette aide, elle est systématique, enfin qu'elle va systématiquement te mener au plus haut truc. Et donc quand on me dit ouais, tu devrais dire merci, je dis non, déjà j'ai déjà rendu, je continue à rendre, et puis non, là c'est trop du racisme, tu vois ce que je veux dire? Merci, parce qu'en fait quand on te dit ça, qu'est-ce qu'on te dit?
t'aurais pu finir en Côte d'Ivoire, t'aurais été, je sais pas moi, dans un foyer polygame, t'aurais été excisé, tu n'aurais pas été scolarisé. C'est la suite de la mission civilisatrice. Le paludisme, où tu serais mort de la malaria, et ici t'es mieux. Écoute, je suis là, j'ai fait avec ce que... Si j'étais née en Côte d'Ivoire, j'aurais vécu ma vie ivoirienne. Là, il se trouve que je suis née en France, et je vis ma vie française. J'aurais été en Russie, ça aurait été pareil, au Venezuela, j'en ai rien à foutre. Parce que ça ne dépendait pas de moi, et ça ne dépendait pas de vous. Je n'ai à dire merci à personne. À personne. Tu remplis pas les papiers, tu fais pas les trucs comme il faut, t'as pas d'aide sociale. T'as pas de... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qu'on te propose comme ça, qui te tombe dessus. Tu vas le chercher, tu fais la queue, on te parle mal. On te parle mal. Moi, j'ai eu la couverture médicale universelle et il fallait qu'on allait chercher des papiers là, comment dire, à la mairie. Et ça, je me rappelle très bien, on était 7. Ah ben quand c'est pas l'un qui est malade, c'est l'autre. Et pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Parce que c'est pas... rétroactif, mais parce qu'on a été aux urgences. Et ben oui, mais pendant que vous allez aux urgences, il y en a un qui va aux urgences et puis il y en a un qui vient nous voir, pas à 3h du matin, madame. Ah, ça suffit. Puis c'était l'époque où c'était avec des carbones, enfin, des trucs à l'écrit. T'ouvres la porte, la meuf, elle te regarde, elle dit oh non, c'est bon. Tu vois, ça aussi, il faut le vivre. Il faut aller le chercher. Il faut avoir le droit de rendez-vous avec l'assistante sociale, patati, patata, rendre les papiers pour la CAF, nanana. C'est les enfants qui quand les parents savent pas écrire, c'est les enfants qui font ça. C'est les enfants qui remplissent les feuilles de soins maladie, le numéro de sécurité sociale. C'est pour ça que tu connais ton numéro de sécurité sociale depuis longtemps. Parce que tu sais que le premier chiffre, c'est le genre, que après, suit l'année, tu l'as appris vite. Il y en a aujourd'hui qui vont dire, je connais archi pas mon numéro de sécurité sociale. Moi, je le connais depuis longtemps. Et je connais celui de ma daronne. Tu vois? Donc c'est franchement ce truc là de la gratitude. Mais quelle gratitude? C'est la France qui devrait avoir de la gratitude pour nous. Non, et puis ce que tu dis, pour moi, j'ai une réponse très simple pour ça. C'est une suite de la mission civilisatrice, et c'est encore un de ces révélateurs qu'on a de notre statut permanent et évident d'étrangeté, de personnes à la marge, à la périphérie du groupe national. Parce que pour nous, j'ai l'impression que les deux seuls paramètres d'intervention publique auxquels nous avons droit, qui nous sont permis, c'est soit le silence ou la gratitude. On ne peut pas parler pour ne serait-ce que donner notre avis, ou alors critiquer, c'est absolument... C'est interdit. C'est interdit. Et donc, c'est illicite. Et donc, on est dans un groupe, quand tu parles des droits, mais on est dans un pays qui, au lendemain de la Révolution française, a décidé qu'il y aurait des droits et des devoirs des citoyens, et que tous ces citoyens seraient égaux, qu'on n'accepterait pas de différence basée sur le sexe, la religion, le genre, alors la race. Donc, on a décidé que ça n'existait plus. Et à partir de là, votre discours d'égalité dit que nous avons tous les mêmes droits. Donc, il ne faut pas venir dire qu'une portion de la population profite à plus de droits ou profite plus du système social. C'est votre système social, vous l'avez créé. Donc moi je refuse absolument de prendre la responsabilité du profit ou de je sais pas, de la manière dont le système social français est en train de couler, parce qu'il y a d'autres personnes à côté de moi qui transportent leurs fonds en Belgique, en Suisse, dans les paradis fiscaux, et que si on voulait vraiment s'intéresser à la manière dont le système social français est aujourd'hui en galère, dans le gouffre, c'est pas sur nous qu'il faut taper. Et je pense que donc voilà, il y a quelque chose de cette manière dont le système parle sans parler, dont le système crée de la marginalité sans vouloir l'admettre, parce que dans son discours, la marginalité n'existe pas, tout le monde est égal. Et il y a quelque chose de cet ordre-là où, voilà, visuellement, nous sommes vus comme étrangères, visuellement, nous sommes vus comme des poids des poids financiers, visuellement, nous sommes vus comme des gens qui doivent être sauvés, et nous sommes dans la continuité de cette mission civilisatrice. Donc si ce n'était pas la France, nous serions, je sais pas, voilés quelque part, 3e ou 4e femme, entourée d'une nuée d'enfants. Elle a entendu ça, Rokhaya. Donc à partir de là, on doit gratitude éternelle à la France, et non. T'as pas le droit à la critique. On n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Tu peux pas être critique vis-à-vis de la France. Et pourquoi? Tu vois, alors qu'on est quand même dans un pays où les gens se plaignent tout le temps. Mais c'est ça. Et il y a une tradition intellectuelle, enfin de critique, mais c'est ton corps qui t'en empêche. Toi, c'est de quel droit? Absolument. T'es fort ou quoi? Toi, tu vas dire si? Toi, tu vas dire ça? Mais attends, toi, t'aurais pu galérer, je sais pas quoi, nanana. Et toi, t'as pas le droit. Donc là, on n'est pas en train de parler de race.
Absolument. C'est ton corps qui mais on ne peut pas t'interdit. Mais je pense que c'est là aussi où les gens se sentent piégés et nous en veulent encore plus parce qu'on les oblige à dire pourquoi nous n'avons pas le droit. Ouais. Pourquoi quelqu'un, je ne sais pas, qui vient de, je sais pas, du Portugal ou de l'Italie, qui est français depuis 2 générations, pourquoi quelqu'un qui vient de la Pologne, qui est français depuis 10 ans, aurait ce droit et pas nous. Et donc là, on les met au pied du mur parce qu'on les oblige à sortir, à dire pourquoi. À se démasquer. À se démasquer, justement. Donc je vais lancer quelques thèmes, quelques notions, et j'aimerais bien vous écouter là-dessus. La fuite des cerveaux. Pourquoi tu me regardes? La fuite des cerveaux, souvent, on a associé ça dans le... Vraiment, dans la psyché collective, par exemple, la fuite des cerveaux liée à l'Afrique et à l'immigration, tu vois, des Africains qui sont venus en Occident, par exemple, et qui sont pas rentrés au pays pour faire avancer l'Afrique qui est si arriérée et tout ça. Mais ça, c'est la fuite des cerveaux facile. Maintenant, il y a la fuite des cerveaux, c'est-à-dire qu'en France, il y a des gens, et souvent des gens qui ne sont pas blancs, mais il y a des blancs aussi. Moi, je viens de parler à une étudiante à moi qui vient de m'inviter pour un Zoom là aux États-Unis. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était dans mon université il y a 7 ans, elle est partie à l'étranger, elle n'est jamais revenue. Et elle est blanche, elle a dit madame, je ne rentrerai pas. J'en ai marre, je suis fatiguée en France, c'est trop morose, c'est trop là, je fais un doctorat sur les ZAD, on m'a dit que c'était de la balle, tu vois, c'est pas à Tours qu'on m'aurait encouragé à faire ça, tu vois. Donc, il y a ces blancs qui existent aussi, qui ne sont pas satisfaits, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas blancs et qui ont trouvé des meilleures conditions ailleurs. Mais des meilleures conditions de ouf. Enfin, là, par contre, moi, je peux être un exemple. Mais moi, je sais qui j'ai rencontré à New York et des filles, surtout, avec qui j'ai traîné et qui étaient pas blanches et qui étaient souvent de banlieue. J'en connais une, elle travaille à l'ONU, pourtant elle était de Saint-Ouen. J'en connais une autre qui était de Saint-Ouen aussi et qui est maintenant qui est assistante juridique, enfin qui gagne sa vie. Je connais des acteurs, je connais une autre qui travaille à l'ONU. Voilà, qui ont eu des parcours qu'ils n'auraient jamais eu en France. Et ça, c'est réel. C'est ça que ça m'a montré aux États-Unis, quand je suis partie aux États-Unis. Ou même des gens qui sont partis à Londres ou qui sont partis dans d'autres pays et qui ont fait des choses qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de faire en France. Absolument. Et ça, c'est la fuite des cerveaux aussi. Mais après, ce que je trouve intéressant, c'est que petit à petit, la France, elle s'en rend compte. Il y a une hypocrisie. C'est-à-dire que la France hexagonale, et même, je dirais, la France parisienne, gogole, arriérée, qui fait des débats sur des trucs, mais vraiment à 3 balles, et même des débats politiques, tu vois, au Parlement, ça, c'est un niveau du débat. Il y a un autre débat qui se passe dans des sphères plus hautes, et notamment la diplomatie. Notamment la diplomatie française. Et la diplomatie française, elle sait très bien quelle est l'image de la France qu'elle doit vendre actuellement à l'étranger. Absolument. Et cette image-là, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Ouais. Et on s'en rend compte avec les invitations. Mais tu peux en parler. Ouais. C'est ça. Donc moi, j'ai une vie extra-française qui est 10 fois plus confortable et à tous les niveaux, même financièrement, et payée par la France que ce que je vis dans l'Hexagone. Et tous ceux qui font des débats à 3 balles et qui nous insultent et qui sont hostiles, ils n'ont même pas idée des choses auxquelles j'ai accès actuellement pendant qu'eux sont en train de se prendre la tête sur BFM ou sur CNews. Tu vois ce que je veux dire? On a un niveau professionnel ou un niveau de CV qui n'est pas le leur. On a des opportunités. Pendant que vous êtes en train de parler de la franco-France, nous on parle à l'international. Vous êtes petit, vous êtes une province, vous n'avez même pas compris. Vous avez même pas... Et vous êtes là, vous tenez Paris, vous tenez l'Hexagone, mais ma parole, on tient le monde. Ah, le monde, c'est nous, hein. Ah, je te jure, c'est incroyable. Et ils auraient un de ces seuls s'ils savaient. Et ça, la diplomatie française, elle le sait. Elle le sait. Elle le sait. Tu vois? Mais les gens, on va dire le commun des Français n'a pas conscience de ça. Tu vois? C'est incroyable. Des trucs de ouf, des voyages de ouf, des conditions de ouf. Et c'est nous qui vendons, tu vois, où ça me fait penser, c'est peut-être un peu décalé, mais la première fois que j'ai porté les couleurs françaises, je m'en rappelle très bien parce que ça m'a vraiment étonnée. Je me suis dit, c'est la première fois que je représente la France. Et je représente la France pourquoi, comment et où. J'étais à l'université de Columbia à New York et je faisais partie, puisque j'y enseignais, je faisais partie du cortège des profs pendant la cérémonie de remise de diplôme. Et comme j'avais des étudiants voilà,
qui recevaient leur diplôme, on m'a dit oui, tu veux participer au cortège des profs. Moi, je me suis dit, bah, c'est super exotique, je vais faire un truc à l'américaine. Le drapeau de ton pays. Et en fait, ils m'ont dit, oui, en fait, pour obtenir la robe noire avec, tu vois, le chapeau et tout ça, tu portes des couleurs derrière. Et ils m'ont dit, il faut que tu nous donnes les couleurs de ton université. Parce que, et je fais, mais nous, en France, il n'y a pas de couleurs d'université. Ils ont dit, en fait, tu vas porter les couleurs de la France. Donc, j'ai porté les couleurs de la France à Columbia University. Et moi, je me dis, c'est la France qui kiffe là. C'est la France qui est à Columbia. Et elle est à Columbia avec moi, à travers mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas dire que j'ai kiffé, mais je me suis dit, c'est chelou, je représente la France. Mais là, je n'étais pas en train de représenter la France dans le ghetto. Donc c'est la France qui devrait être contente là. Tu vois? La question de la fuite des cerveaux, moi je suis dedans en plein, parce que je fais partie de cette génération, comme je dis souvent, qui a été mise à terre, mais en même temps qui a eu les yeux ouverts sur la réalité du monde dans lequel on vivait pendant les années Sarkozy. Et nous, on a pris au mot la France, on l'aime ou on la quitte. Sauf que pour moi, ce n'était pas une question de ne pas l'aimer, c'est juste que la relation était compliquée. Donc je suis partie. Je suis partie en 2016. Je devais partir pour 6 mois. Et j'arrive et la première semaine, donc on me dit, puisque tu es la française, tu présenteras Fanon. Et je ne savais pas qui était Fanon. Donc j'arrive et dans ce cours avec le Dr Tricolo, je lis pour la première fois Marie Scondé, je lis Césaire, je lis Fanon, je lis Glissant, je découvre Fabienne Véronique Canor, je découvre qu'il était possible d'être noir et français, mais en anglais. Et donc on en a parlé pendant que tu écrivais ton bouquin, se pose la question de découvrir cette identité-là. Je n'ai pas découvert ce que c'était d'être noir, et c'est là je pense qui est aussi important, ça glisse un peu par rapport à ta question, mais moi je trouve ça absolument risible, fou, ridicule lorsqu'on nous dit que nous importons ces questions des États-Unis. Je n'ai pas appris ce que c'était d'être africain-américain, je n'ai pas appris ce que c'était d'être noir aux États-Unis, je n'ai pas appris ce que c'était d'être noir. J'ai appris qu'il était possible d'être noir et anglais, et français. Donc ça, donc une génération, nous sommes actuellement une quarantaine à être venus comme ça, presque tous en séjour de langue, en séjour d'études, et nous sommes presque tous venus moi je ne savais pas ce que c'était un PhD, je voulais faire un doctorat en France, mais je ne savais pas ce que c'était un PhD, et puis même je me disais c'est complètement hors de portée, les universités américaines 50 000, 60 000 euros, et en fait comme dit Maboula, on est mis dans des... On peut travailler sur son sujet. Moi, on m'avait choisi mon sujet de doctorat. Je devais travailler sur Virginia Woolf. Et je me rappelle mon prof à l'époque, à Lyon 2, qui a hurlé, qui nous a dit « mais c'est pas possible ». Alors c'était qui oscillait entre menaces et tentatives de « voilà, on va te mettre dans ces conditions, mais reviens, ne te laisse pas entourlouper par les Américains, ne tombe pas sur ces questions, ce n'est pas sérieux, ce ne sont pas des questions sérieuses, tu te mets en danger, tu hypothèques ton avenir, et puis alors entre ça et les menaces, on ne validera pas tes acquis, tes séminaires, et puis de se rendre compte qu'on est mis dans des conditions qui étaient matériellement, qui étaient assez confortables, on enseigne tout de suite, donc on apprend à enseigner, et puis moi ce que je vois depuis, il y a une accélération, donc je suis enseignante depuis 9 ans maintenant, et pendant longtemps je recevais 1 à 2 demandes par an d'étudiants français, et ça je trouvais que c'était différent parce que depuis la France ils avaient un projet de doctorat vers les États-Unis, ce qui était différent de notre génération. Donc nous on est vraiment un groupe assez soudé, on est une trentaine, quarantaine qui sommes tous aussi professeurs en ce moment aux États-Unis, 2-3 au Canada, mais principalement aux États-Unis. On est venus sans savoir ce que c'était un doctorat, et maintenant on enseigne aux États-Unis. Et puis on a remarqué que depuis une dizaine d'années, on reçoit des demandes d'étudiants français qui viennent avec un projet déjà clair. Ils veulent aller ici et là, ils veulent étudier ça, et ils veulent des lettres de recommandation. Et puis, alors là, accélération exponentielle depuis l'année dernière. George Floyd. Et encore plus exponentielle depuis 2 mois. Et encore plus exponentielle depuis les sorties de Frédérique Vidal, où là on voit l'accumulation des limitations matérielles, l'accumulation des problèmes que l'université française connaît, des problèmes matériels, et puis le fait pour des étudiants français de se dire non seulement il n'y a pas de boulot pour nous,
Parce que ça, c'est une vraie question, il n'y a pas de boulot. Que ça soit, quel que soit le sujet sur lequel on travaille, mais encore moins si on travaille sur des problématiques comme les nôtres, de la race, la question du genre, etc. Et en plus, aujourd'hui, nous sommes jetés à la vindicte populaire, nous sommes des terroristes, nous sommes des islamos, je ne sais plus quoi, nous collaborons avec le terrorisme. Et là, il y a vraiment un appel d'air. Et moi, je pense que ça participe aussi de cette volonté de déminer, d'aseptiser la France en leur disant, en créant toutes les conditions pour que ces jeunes-là partent. Donc, je me rappelle une visite de François Hollande qui était venu et qui avait été absolument halluciné. Il y avait une rencontre qui avait été organisée avec des doctorants et des chercheurs français. Et donc, moi, j'habite dans une ville à Pittsburgh où la première double transplantation des mains a été faite aux États-Unis dans un hôpital universitaire par un professeur français. C'est le premier centre mondial de neurochirurgie et les chercheurs sont français. Dans les grands départements d'architecture, les étudiants viennent d'Israël, des pays arabes, Maroc et de la France. Et donc, je pense qu'ils le savent quand même, mais il avait fait cette tournée qui avait commencé par la Silicon Valley et arrivé, donc absolument halluciné de se voir entouré comme ça avec un si grand contingent de doctorants français. Et puis à l'époque, nous on s'était dit, il fait le con, il sait que c'est là. Mais je pense qu'il avait vraiment été choqué de voir autant de Français et il a demandé, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour vous faire revenir en France et qu'est-ce qu'on doit faire pour vous retenir en France? Et tout le monde avait dit, mais... la question des moyens, et de deux, laissez-nous travailler sur nos questions. Et je pense que, je ne sais pas toi ce que tu penses par rapport à l'impact que, pour ceux qui travaillent sur nos sujets, l'impact que les récentes polémiques et les sorties complètement ubuesques de Vidal et Blanquer vont avoir sur cette saignée-là, mais elle va fragiliser encore plus la France. Moi j'ai bien aimé, tu as utilisé le mot provincial, et on l'a vu avec la déroute AstraZeneca-Pasteur. La France est en train de perdre son statut au niveau mondial en tant que pays qui valorise la recherche et que ça ne va pas s'arranger. Non, mais je suis d'accord. Est-ce qu'on peut parler de l'effacement? Non. L'effacement. L'effacement, il est tellement lourd, il est tellement constant. Il est tellement récurrent. L'effacement, c'est la non prise en compte. Le double mouvement d'absence-présence. T'es là, mais t'es pas là. T'es là, t'es peut-être sûr de la réalité de ta vie, de ton expérience, mais elle est jamais rendue, elle est jamais projetée, elle est jamais prise en compte. Mais le pire, c'est que même au moment où il devient impossible d'effacer, en tout cas de ne pas prendre en compte, on te prend, on t'aspire, on se sert de toi. Tu es une matière première éternelle. Absolument. C'est-à-dire que là, par rapport à ce que disait Mam, quand tu vois, à l'urgence et oui, ce que la France est obligée de faire, en tout cas de réfléchir à ce déclin par rapport, dans cette échelle mondiale, voilà. Il y a des choses qui doivent être prises en compte. Il y a des sujets, par exemple, d'études universitaires qui ne peuvent plus être évités. Moi, ma question, c'est qui va les enseigner? Qui va les enseigner? Il va y avoir des changements, mais c'est comme si tu disais, s'il n'y a pas de noirs, d'arabes, d'asiatiques, d'homos, d'handicapés à la fac, ça n'aura rien changé. Hein. Vous n'allez pas nous la faire. Et pour moi, tout est parti pour que ça se passe comme ça. Que ces questions-là, puisqu'elles ne peuvent pas être évitées, vont être posées, mais ce ne sera pas par nous qu'on trouvera toujours le moyen de nous effacer. Exactement, tu vois. Donc l'effacement, il est tellement épuisant, tellement il est constant. Ça s'est passé. Ce qui me fait pas, après, je veux pas faire ma pessimiste, mais c'est comme si, à mon âge, avec mon expérience, j'ai déjà vu ça. Tu vois, on pourrait parler du rap, tu vois. On pourrait parler du rap. C'est mécanique et c'est historique. À un moment, le centre, il absorbe la marge. C'est ça qui fait, parce qu'il ne peut pas tenir contre cette marge. Donc, il l'absorbe, mais il la transforme et il se l'approprie. Il se l'approprie. À un moment, il sait qu'il ne peut pas faire sans elle, mais c'est jamais la marge qui gagne à la fin.
C'est jamais la marge qui gagne à la fin. Donc, cette question de l'effacement, pour moi, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Ce qui est incroyable, c'est que on sait exactement quel jeu va se jouer. Ouais. Mais on n'arrive pas à empêcher ce jeu de se faire. Non. C'est vraiment tu sais, comme on dit, c'est la technologie, tu vois, vraiment la science et la force et la puissance du système, du centre. Il gagne souvent à la fin. Il y a des résistances, hein. Je ne veux pas les effacer justement, mais franchement, qu'est-ce qu'il est fort. Et il gagne de manière inattendue et il te prend comme ci, il te prend comme ça. En fait, tu crois que tu as gagné, mais tu n'as pas gagné. Tu vois, c'est comme... je sais pas, c'est bizarre, c'est comme... je sais pas, moi j'ai souvent des références américaines parce que c'est ma formation, donc intellectuellement, tu vois, pas pour effacer la France, mais il y a des choses qui... Tu prends, il y a quelques années, là, il y avait une discussion autour de l'apparition du visage de l'abolitionniste Harriet Tubman aux États-Unis sur le billet de 20 dollars. T'es partagé, tu te dis, c'est un truc de ouf, mais d'un autre côté, comment tu peux mettre Harriet Tubman sur un billet de 20 dollars tu vois, sur la nation capitaliste de toutes les nations, celle qui a combattu le système. Maintenant, est-ce que c'est une victoire de l'avoir sur un billet de 20 dollars ou pas? Et en plus, de toute façon, elle n'y sera pas tout de suite parce que le président, il a dit non, même ça, c'est trop. Tu vois? Ou quand il y a un moment, on a parlé du féminisme et maintenant on parle d'afroféminisme en France, mais on revient au black feminism en France. Il y avait la performance de Beyoncé au MTV Awards où il y a un moment elle fait une pause dans son spectacle et elle est devant un grand signe comme ça illuminé, féministe, et puis t'entends les mots de Chimamanda Adichie, tu vois, et que voilà, féminisme noir, mais les féministes noirs, les black féministes aux États-Unis, elles étaient anticapitalistes. Elles étaient anticapitalistes. Tu vois, antisexiste, anti-hétéronormativité, enfin tu vois, et donc comment tu fais pour gagner? Mais tu dis Beyoncé elle est classe, tu vois ce que je veux dire, ou genre Chimamanda Adichie elle est classe, et puis c'est bien, puis c'est MTV c'est bien, mais c'est une carotte quand même, mais c'est bien, tu vois ce que je veux dire, c'est ça l'effacement, tu vois. Et donc à notre niveau en France, moi l'effacement ça serait vraiment tu vois, la non prise en compte, la non... tu vois, les récits, on pourrait parler des documentaires, la fiction, tu vois, un truc qui m'a vraiment touchée dernièrement, j'en parle parce qu'elle vient de gagner un prix à Berlin, je suis hyper contente pour elle. Dans son dernier documentaire, Alice Diop, l'une des choses qui m'a le plus touchée, c'est qu'elle a inséré des images d'archives de sa famille dans le documentaire. De son père, entre autres. Ouais, de son père, mais aussi des scènes de famille, tu vois. Et je pense que c'est assez rare, je te parle pas des reportages télé, mais c'est assez rare de voir à la télé dans le mainstream des images d'une baraque, qui te dit quelque chose. Où tu te dis, j'ai déjà été là-bas. C'est pas la tienne, obligatoirement, tu vois, mais ça me dit quelque chose. Dans le décor, les détails, les gens, les tatas dans la cuisine, vêtements, enfin, tu vois, ça te dit quelque chose. Plutôt qu'à un moment, on a décidé de mettre des Renois dans un film ou dans un téléfilm, puis on va te mettre un peu de wax. Tu vois, là, il y a du wax, là, il y a un truc, je sais pas quoi, nanana. Et tu dis, cette baraque, je la connais pas. Et même pire, aujourd'hui, ta propre baraque, en tant qu'enfant d'immigré, qui va être une combinaison de plein de choses. C'est plus celle de tes parents, mais il va rester un peu quelque chose de tes parents si ta mère n'a pas lâché l'affaire et qu'elle t'a quand même donné une horloge qui sonne lors de la prière, et que toi, t'as pas encore osé la tège, même si tu sais que tu pries pas assez, mais tu veux pas la tège parce que quand même, c'est ta foule là, tu vois. Bon, peut-être qu'il restera ça, mais tu auras rencontré d'autres endroits par tes amis, par tes connaissances, donc il y aura ça restera qu'un mais maudit. Tu la vois pas, ça. Ça, tu le vois pas à l'écran. Tu vois toujours des trucs où tu vois ce qu'ils ont voulu faire, sauf que cette maison, tu la connais pas. Personne ne vit comme ça. Tu vois, tu la connais pas, c'est une fabrication. Et même nous, on fabrique, tu vois ce que je veux dire, mais c'est jamais ta fabrication. C'est toujours une projection sur toi ou un fantasme de toi, mais c'est jamais ça. Tu vois, il manquera toujours, je sais pas, tu veux mettre un muslin, il manquera toujours un tapis de prière plié dans un coin.
sais, comme ça, et pas dans un coin, pas seulement un mausolée, maintenant ça sent l'encens, un truc. Il y a un petit tapis de prière, il y a un petit, peut-être un chapelet, tu vois, ou peut-être même tu auras même les contradictions, les paradoxes. Ça se trouve, tu vas ouvrir le frigo, il y aura du ralouf. Il y aura du ralouf. Tu vas voir la meuf qui fume à la fenêtre. Tu vois ce que je veux dire, ou comment dire, t'es voilé et t'es gouine. Non, ça on peut pas le voir, on peut pas. Et donc pour moi c'est ça l'effacement, c'est t'as jamais l'opportunité d'être entièrement toi-même, entièrement, et de la manière la plus complexe, de la manière la plus paradoxale. Mais tu l'es. Non, mais accepter comme ça et projeter. Mais tu vois, moi je t'entends, et quand tu dis que le centre arrive à trouver des moyens d'englober, de gober les marges. Ouais. Moi, pour moi, l'effacement, le dernier effacement, je pense aux paroles de Trouillot, la silenciation finale et la plus aboutie, c'est la mort, c'est la disparition physique, et il n'y arrive pas. Et pour moi, c'est comme s'il y avait cet ogre qui essaie de, tu sais, ou ce loup qui gobe tous ces petits moutons, tous ces petits cochons, mais il les gobe mal et il reste vivant dans son ventre. Et il bouge, et on arrive à voir dans le ventre du monstre qui déjà a du mal à digérer parce que sa nourriture bouge dans son ventre, et les gens qui passent, qui voient les petites mains qui dépassent du ventre. Donc comment essayer d'effacer quelque chose, et cette chose reste visible, et cette visibilité, on ne peut pas aujourd'hui on essaie de nous effacer dans les prix, et puis à un moment dans les prix littéraires, et à un moment on se rend compte que quand même il faut un peu de couleur dans nos prix, on va aller les chercher en Afrique. Donc aujourd'hui on est plus facilement reconnu comme un auteur français ou un auteur écrivain en français quand on est pris à Bamako ou à Dakar ou à Brazzaville ou à je sais pas où, que si on est au Cameroun, que si on est né au Kremlin-Bicêtre, etc. Mais on est là, ça n'empêche qu'on continue d'écrire. Alors on n'en vit pas, c'est difficile, on est effacé, mais on est là. Aujourd'hui, on se pose la question, toi tu es là, mais où sont les autres ? Où sont les autres ? Tu veux me dire que personne dans les années 90 ne s'est levé pour essayer de faire une thèse ? Mais toi tu es là. José Roblot, à Paris 12, il faisait une thèse, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il va falloir écrire cette question. Il va falloir toutes ces personnes qui ont été effacées. Donc pour moi, des fois, c'est comme si on se satisfaisait de peu en disant... Alors, je dirais que l'effacement, il est arrivé vraiment... Ils ont gagné parce que tout le monde a été physiquement effacé, mais on est là. Il n'est pas total, mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire aussi qu'on accepte de vivre comme ça une demi-vie. On se dit, c'est bon, on y arrive, Maboula est là, Maboula a écrit son bouquin, on y arrive, il y a un documentaire. Non, on veut vivre juste comme les autres. Et c'est vrai que par ce qu'on fait, moi je trouve que voilà, on met justement ce miroir-là que ce pays refuse de mettre un miroir devant la figure de ce pays en lui disant tu ne peux pas nous effacer, tu ne peux pas effacer le mot race et dire que tu as effacé le racisme, tu ne peux pas effacer le mot race et dire donc à partir de là je refuse qu'on mette en trait l'union afro et français, tu ne peux juste pas nous effacer parce que nous sommes là et par notre présence physique, nos corps, c'est ce que tu l'as bien dit Maboula, sont une présence qui dérange de cette colonialité-là, qui n'a pas été terminée par, je sais pas, les indépendances en Afrique ou d'autres choses. Donc, on essaie de nous effacer, mais nous sommes là. Et puis, ça pose aussi la question de l'énergie que ça prend pour continuer d'être là. Alors qu'on voudrait juste, je sais pas toi, mais moi j'ai juste envie de vivre, j'ai juste envie de kiffer mes journées et de ne pas passer mes journées à devoir juste prouver que je suis là. Alors que comme tu dis, je sais pas ce que les autres pensent, mais moi je sais que je suis là, de ne pas avoir... et en ce sens, tu vois, ton livre il est important, cette question que tu poses, est-ce qu'on peut dire je dans le monde académique, est-ce qu'on peut même dire je dans la rue, c'est quoi je ? Et tout en sachant que ce jeu est fait de toutes ces complexités-là, de tous ces champs qui se rencontrent, et qu'on ne veut pas de cette complexité. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors que la complexité, c'est l'humanité. Elle est inhérente à l'humanité. C'est l'humanité. Ouais. Et c'est ça, la déshumanisation, tu sais, quand on utilise facilement ce mot aujourd'hui, quand on parle du racisme, mais c'est justement la déshumanisation, c'est l'effacement de la complexité. Un être humain, c'est complexe, c'est paradoxal. Et la racialisation, elle simplifie. Et elle impose cette simplification. Donc tu effaces des choses d'un être humain, c'est-à-dire, je sais pas, t'es gentil ou méchant, t'es généreux ou t'es égoïste, mais ça se trouve des fois t'es gentil, ça se trouve t'es un peu méchant, ça se trouve, c'est ça la complexité. Et la complexité, elle
elle n'est accessible ou elle n'est gérée que par la blanchité. La blanchité, c'est l'humanité pleine et entière. C'est pour ça que ça va au-delà, les gens sont tellement bêtes, que c'est pas seulement la couleur de peau, c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de potentialité. Absolument. Qu'est-ce qu'on voit de toi, qu'est-ce qu'on te permet, quelles sont toutes ces dimensions qui sont réduites à chaque fois qu'on t'emprisonne dans une catégorie. La blanchité, c'est l'infini, la blanchité, c'est l'humanité. Tout le reste, c'est une sorte d'humanité déchue. Tu vois, tu vas perdre ou d'humanité en devenir potentiellement et on reste ouais, mais des morceaux qu'on prend, c'est-à-dire que c'est comme si tu prends, je sais pas, la catégorie femme, c'est un peu moins blanc. Tu vois ce que blanc, ça peut être, tu peux être une femme, mais un peu moins blanc. La catégorie pauvre, c'est un peu moins blanc. La catégorie, je sais pas moi, quelqu'un en situation de handicap, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. La blanchité, c'est pas que la peau. C'est pas que la peau. C'est la condition, c'est la pleine humanité. Tu existes pleinement, tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'on peut justement glisser sur la charge raciale? La charge raciale, c'est simple en fait. Souvent, on me demande de détailler et on m'a reproché aussi de ne pas avoir assez théorisé. Je n'avais pas envie de théoriser parce que je trouve que justement, théoriser, c'est encore de la charge raciale. Tu vois, parce que je ne suis pas la première à en parler, qu'il y a des gens qui en ont déjà parlé, mais, et qu'en plus, ça je le dis à chaque fois, mais la charge raciale, ça m'est venu vraiment facilement, juste parce qu'on parlait de charge mentale dans les médias mainstream, et qu'un concept qui avait été développé bien auparavant par la théorie féministe avait pénétré le mainstream. Donc je me dis, si vous comprenez la charge mentale, vous allez comprendre la charge raciale, c'est la même chose. Et je suis sûre qu'il y a plein de charges auxquelles on peut... La charge raciale, c'est ce qui te pèse, ce qui te saoule, ce qui te vénère, ce que tu gères au quotidien, minute par minute, seconde par seconde, journée par journée. Tes interactions où on va te prendre la tête d'une manière ou d'une autre. Tu vois, les trucs où tu te poses une question, merde. Je le dis comme ci ou je le dis comme ça. Je me sape comme ci comment ou je me sape comme ça. Comment je fais en rentrant à Sephora, je rentre comment Et la meuf, elle m'a parlé comme ça, pourquoi? Est-ce que tu vois, c'est ça, la charge raciale, c'est tout ce dont on parle tout le temps entre nous, qu'on se dit normal et qu'on va taire face à d'autres personnes. C'est tout. C'est aussi simple que ça. La charge raciale, c'est un truc constant. Tu sais que comme tu évolues dans une société structurée aussi par la race et que toi, tu appartiens à un groupe qui est, catégorisé ou classé d'une certaine façon, tu sais ce que ça va te coûter, tu sais ce que ça va te demander, tu sais que, je sais pas, on va regarder plus précisément tes papiers d'identité, on va te poser des questions, tu vas raconter des histoires qu'on ne va pas croire parce que toi, ton corps, il n'est pas associé ci ou ça. Moi, je me rappelle d'une fois où je me suis pris une amende par des keufs et je sais exactement à quel moment j'ai perdu. Non, c'était quand tu essaies de te dire, parce que tu essaies de te dire peut-être je suis une meuf, tu vois, s'il vous plaît, t'es souriante, mais si t'es une meuf noire, t'es pas déjà d'emblée, t'es pas une meuf désirable, tu vois, où il faut être un certain type de meuf noire. Donc tu peux pas jouer de la meuf parce que t'es une meuf noire, t'as déjà perdu, tu vois. Donc après, il faut être super gentil et il faut être, super, t'es poli, il y a un truc, tu vas pas bénéficier de j'ai fait un sourire au keuf et non, parce que toi déjà ils te trouvent moche, donc c'est voilà. Mais en tout cas, je devais me prendre une amende pour une question d'assurance auto. C'est tout bête comme histoire. Et en fait, j'avais pas le fameux macaron, parce que c'est important pour le reste de l'histoire, j'avais pas le macaron à jour. Mais le macaron, je venais de le recevoir par courrier chez moi, tu vois. Et en fait, je l'avais pas mis sur ma caisse parce que je revenais de New York. Et je revenais de New York et juste après mon retour de New York, j'avais été enseignée à Tours. Donc, j'avais pas regardé mon courrier et j'avais pas calculé qu'il fallait que... Ben, quand tu te fais arrêter et que tu racontes cette histoire aux flics, t'es dead. Il me l'a mis, sa lampe. Mais je reviens à New York. Parce que j'étais à New York et qu'en fait, j'enseignais à toi, Non. Amende. Non. Après, tu l'as vénère, là. T'as essayé de le prendre pour voilà. C'est une histoire qui ne tient pas debout. Tu as dit que tu enseignais à l'université? Mais oui, mais parce que j'enseignais à Tours. Mais il m'a dit, tu vois... Et donc après j'ai dit vas-y, enfin je m'en fous, mais là moi mon amende, je me rappelle que de toute façon genre j'ai 72 heures pour me présenter à un commissariat avec le truc, donc mets-la moi, mais je savais que j'avais perdu,
Tu vois, c'est comme quand tu te fais contrôler dans le train, parce que je fais beaucoup de Paris-Tour, où il y a un moment, j'étais fatiguée, j'ai pas composté mon billet, mais j'y vais une fois par semaine. Il est 6h du matin, le mec il me réveille, je dis je suis désolé, j'ai pas composté mon billet. Il me dit oui, ça vous fera, je sais pas quoi. Je dis quoi? Je dis non, je paye pas. Il est 6h, on est 4 dans le train, pitié, tu vois, pitié. Et le mec, il me fait genre, vous allez où? Je vais au travail. Il me fait, vous faites quoi comme travail? Et je dis, je suis enseignante. Il me dit, oui, ça m'étonnerait, c'est les vacances. Je fais, ça dépend de l'académie et ça dépend du niveau scolaire. J'enseigne à l'université. Tu vois ce que je veux dire? Et il sait pas trop. Et là, tu sais que, il faudrait que tu sortes ta carte professionnelle. Tu vois, c'est ça la charge raciale. T'as perdu d'avance, c'est chaud. Tu vois, on te menace plus facilement. Moi, j'ai plein d'histoires de train, par exemple, où pourtant je suis grand voyageur et tout, nanana. Une fois, pour un problème technique, en plus, qui était de la faute de la SNCF, je vais voir de moi-même un contrôleur pour lui dire j'ai pas mon billet parce que la machine est tombée en panne et tout. Le mec, il me dit non, vous allez payer. Je dis non, je vais pas payer parce que je vous explique. Et tu vois que le fait que tu sois maîtresse de conférence, tout ça, ça compte pas. Meuf, le mec, il est face à une Renoir et cette Renoir, elle est en train de magouiller. Et en plus, d'emblée, il me dit, si vous payez pas, j'appelle les keufs. Je dis, pourquoi vous parlez de la police immédiatement? Vous m'avez pas trouvé enfermé dans les toilettes. Je suis venu vous voir. Pourquoi là, vous me menacez avec la police? Pourquoi tout de suite, tu vois? À mes yeux, c'est ça la charge raciale. C'est quand les trucs, ils partent en cacahuète et tu sais pourquoi ils partent en cacahuète d'emblée. Où tu sais que même ce dont tu peux bénéficier, ou tu as déjà vu des gens bénéficier, ça ne sera pas pour toi. Tu vois, c'était avec une copine, ça j'étais jeune, tu es avec une copine blanche et elle te dit ouais, on est là, on galère pour un taxi parce que les taxis ça s'arrêtent pas pour toi. Elle me dit, moi ce que j'ai l'habitude de faire, si on est près d'un hôtel, je vais à la réception de l'hôtel et je leur demande de m'appeler un taxi. Et moi, comme une teubée, je me dis, ah ouais, c'est vrai, elle a fait ça un jour et tout. Un jour, je suis en galère de taxi, je vais dans un hôtel, il était tard le soir. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'appeler un taxi? Mais il a dit... Elle sort d'où, elle? Mais il a dit, mais qu'est-ce que... Il fait, vous avez une chambre ici? Je fais, non, mais comme il est tard et qu'il sera... Mais moi, j'appelle pas de taxi. Et toi, tu te dis, mais ma pote, elle a fait ça? Non. On n'est pas là... Tu vois, où on s'est déjà caché derrière un panneau publicitaire pendant que la blanche elle prend le taxi, après le taxi il arrive et on sort. C'est ça la charge raciale, c'est comment tu vas négocier le truc et c'est le fait de devoir y penser. Y penser tout le temps, voilà, planifier ta journée, je rentre, elle me suit, qu'est-ce que je fais, je tiens mon sac, je tiens pas mon sac. Mais il y a une chose qui est extrêmement intéressante dans toutes ces dynamiques que tu racontes, Maboula, c'est qu'en France, lorsque on l'étudie, je pense que il y a une manière. Cette charge raciale, elle met aussi en lumière cette relation non digérée, dont on ne veut pas parler avec le corps colonial. Parce que moi, je suis noire, je suis une femme noire française, et je sais que je n'ai pas la même charge raciale à New York, ou quand je suis aux États-Unis où j'enseigne, où quelque chose dans mon corps dit noir, mais pas africaine-américaine. Donc je sais que je n'ai pas la même, je ne suis pas accueillie de la même façon parce que je suis professeure d'université et dès que je parle, ils entendent que je suis française. Donc ma francité quelque part efface ça. Et en France, je traîne avec mes étudiantes qui sont afro-américaines, je suis avec mes copines qui sont afro-américaines, qui n'ont absolument pas les mêmes interactions avec la police ou les mêmes interactions avec n'importe quelle mamie retraitée dans l'ascenseur parce qu'on entend leur américanité. Donc ça, et je trouve que dans le cas français, il y a une étude absolument intéressante à faire sur la manière dont ça met en lumière notre place spéciale en tant que corps noir, corps arabe, issu de l'espace colonial français. Moi, il y a un grec, un que grec un jour, il y a quelques années à Paris, c'était à au Halles, là, au Halles où il y a tout, la rue Saint-Denis et tout ça, il y a des Grecs. Je vous promets, un jour, c'était le premier jour du Ramadan. Je sais pas ce qui m'avait pris, j'étais en robe quinf. Tu vois ce que... Donc, j'étais d'échéance de la nationalité. Tu vois ce que je veux dire? J'étais une maman africaine. Je suis là, tu descends là, tu viens d'arriver. Une robe quinf. Je suis là, je vais dans ce grec, c'était des robeux. Je dis au mec, excusez-moi, je peux utiliser les toilettes? Le mec m'a dit non. Je dis, je veux juste aller aux toilettes. Il a dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Je veux juste aller aux toilettes. Le mec, il m'a dit non. Et après, j'ai dit, c'est le premier jour du Ramadan, bon mois de Ramadan. Après, j'ai vu qu'il avait un peu honte quand même, mais il ne me les a pas donnés.
Je sors et je rencontre j'étais avec un pote à moi, et d'ailleurs c'est un gars, il fait 1m98. Lui, si tu parles de charge raciale, lui, il faut qu'il gère son corps tout le temps, parce que sinon, c'est la grande bête, il le grand sauvage qui va manger tout le monde. Il déborde. Il ne peut pas avoir une embrouille avec quelqu'un dans la rue, parce que c'est automatiquement lui l'agresseur, c'est ça la charge raciale aussi. Et je lui dis, je sors du Quegré, là, le mec, il m'a pas laissé utiliser les toilettes. Il dit, mais t'es venu en mode blédard, toi aussi. Tu vois, c'est ça aussi. C'est ça, peut-être que là, même, je sais pas moi, en jean ou habillé peut-être que j'aurais même eu plus de chance, parce que si t'es une maman africaine, c'est la fin des haricots. Tu vois, et ça peut être entre nous. Mais c'est ce qu'a continué à dire Mme Fatou. C'est la charge raciale, c'est ce qui te pèse, qui te saoule, ce que tu racontes à tes proches. Tu sais. Tu vois, il y a une intimité. Exactement. Tu sais ce qui s'est passé, et surtout, mais ça sera jamais. Tu ne peux pas, non seulement tu le sais, ça ne sera pas entendu, mais tu ne peux pas l'expliquer, parce que sinon, victimisation, vous voyez le racisme partout, vous voyez la race partout, et surtout, mais c'est partout. Voilà, ils ne le voient pas. En fait, il y a des choses, parce que tu en parles aux gens qui savent d'emblée, pas absolument. Non, mais tu crois, non, tu veux dire, je suis arrivée, la meuf au guichet, elle m'a regardé, ils voient du racisme. Il y en a qui vont dire, c'est vrai, je vois. Il y en a qui vont dire, non, moi j'y suis allée, non, elle est très gentille, madame, va voir madame Intel de ma part, toi tu vas, tu dis c'est d'elle. Tu sais que c'est non, mais vous voyez le mal partout, parce qu'elle a été très très sympa avec moi. Mais et même comment tu parles, ou même ta voix, ou même, tu vois, tu parles d'une certaine façon dans certains endroits, et d'autres façons dans d'autres endroits, évidemment. Tu sais que t'es la perdante. C'est ça la charge raciale, il faut que tu fasses un truc, normalement pour toi c'est mort. Et peut-être si t'as de la chance, tu vas gagner, mais normalement c'est jamais toi la winner. C'est jamais toi la charge raciale, c'est la boule au ventre quand on doit ouvrir le premier jour où on va chercher un appartement, qu'on soit noir, arabe, qu'on soit voilé. La charge raciale, c'est comment est-ce qu'on sera, ce regard que les deux filles derrière le comptoir vont se lancer quand on va pousser la porte de l'agence et qu'on dit qu'on s'appelle Fatima, Mohamed. C'est ça la charge raciale. Et on sait pourquoi elles se regardent. Et on sait que l'appartement est libre, et on sait que non, il n'y a pas de travaux. On sait pourquoi on ne l'aura pas. On sait, c'est ça. Et c'est toutes ces choses, comme tu dis, la négociation, toutes ces choses qu'on doit négocier. Tu sais que normalement, que si tout se passe normalement, ce ne sera pas pour toi. Maintenant, tu peux compter sur la chance. Mais en temps normal, normalement, c'est pas toi qui gagne, c'est tout. Et comment tu fais pour obtenir ce que tu veux obtenir quand même. Et ça, tu le sais. Peut-être que la charge raciale, au final, c'est cette conscience. C'est cette conscience du fonctionnement de la société dans laquelle tu évolues. Tu sais que c'est dead. Faut pas... Tu vois, je passe... je sais pas, tu passes la douane, tu passes les frontières, on va me fouiller ou pas? Moi, c'est ma question. On va me fouiller ou pas? Et je sais que ça dépend des habits, ça dépend de... Maintenant aussi, il y a eu l'âge, mais il n'y a pas longtemps, je suis revenu de Guadeloupe. Je suis rentré ghetto parce que je venais du chaud et j'arrivais dans le froid, donc j'avais une grosse doudoune et je ne m'étais pas pris la tête, j'avais un legging, des baskets, un sweat à capuche et comme back in the days, je me suis fait fouiller. Tu vois, après peut-être que si j'avais mis mon petit rouge à lèvres, des petits talons et tout ça, maintenant à mon âge on va dire peut-être la daronne, tu vois, mais il y a les locks, tu vois, il reste quand même les locks, mais les locks avec un petit chignon c'est pas pareil que mais là la dernière fois en Guadeloupe ça n'a pas manqué, tu vois, pourtant j'étais parti pour un truc très très sérieux. Ouais, et puis des fois tu as envie de tu veux éviter parce que tu te dis j'ai pas envie aujourd'hui de me prendre la tête avec le videur à Sephora, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les vendeuses, donc je vais marcher en regardant les parfums et puis d'autres fois tu te dis non, j'ai pas envie. Il y a des jours comme ça où mais tu c'est dis, ça, voilà, je vais éviter, je vais faire ce qu'il faut, et puis d'autres jours tu as juste envie d'être toi et tant pis, on prendra ce qui vient avec. Mais tu sais que ça existe, c'est constant, c'est toutes les personnes qui vivent pas, je sais pas, dans la lune et qui sont négativement racialisées ou racisées, ils savent ce que c'est la charge raciale, c'est ce que tu ressens. Tu sais, ça peut être une posture, lever la tête, marcher différemment. Une intonation, un accent, un ton de la voix. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est le taf constant. Alors ça va reprendre une petite notion que Mme Fatou a dit. Pourquoi le blanc français aime le noir américain? Pourquoi le blanc américain aime le noir français?
mais chacun déteste son propre noir. Il faut lire le livre de Maboula. Je pense que tu en parles très bien. À chaque nation son noir. À chaque nation son noir. Moi, je vais raconter une toute petite anecdote et je pense que c'est une question parce que tu en parles très bien, Maboula, dans ton livre. Donc, j'ai invité un artiste français à CMU, à mon université, et on finit très tard, on sort très tard du campus et je pense que je devais le déposer à son hôtel, Alexis. Et je devais le déposer à son hôtel et on sort du campus, c'était assez tard, très tard. Et on se fait arrêter. Donc j'avais dû oublier de mettre le clignotant. Et on se fait arrêter par un flic du campus. Donc il est tard, c'est une jolie voiture sur un campus où il y a, je pense, 0,3% de noirs. Et donc il arrête et complètement paniqué, le ton de sa voix, panique totale. Et alors moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais un accent très très français, mais vraiment le pur accent français. J'ai pris des cours de réduction d'accent. Bon, c'est toujours pas, alors c'est terrible, on sent toujours que je suis quand même pas américaine, mais j'ai pris des cours d'accent pour passer quand même de mon accent franchouillard, qui était absolument terrible, une espèce de mélange d'accent wolof et français, dans mon anglais de 2006, donc j'essaie de réduire ça. Mais je sais pas si c'était la peur, et je suis tombée dans un truc qui était... Mon accent de près 2006 est revenu. Et il dit tout de suite, mais j'entends un accent étranger là. Et je dis français et ça y était. Donc le pistolet rangé. Et donc on a dû se farcir 30 minutes de cours. Oh, venez-vous, moi, mon rêve c'est d'aller... Et donc voilà. Voilà. Mon rêve c'est d'aller à Paris. Moi je veux mettre des sous de côté pour ma copine. Donc là, on venait d'être des corps étrangers sur son campus parce que son campus... Des corps comme le nôtre n'appartiennent pas à son campus. En plus, suspect parce que c'est 1h du matin, suspect parce qu'une jolie voiture avec des noirs dedans. Et tout ça s'évapore en 2 secondes avec l'accent français. D'accord ? Et moi, je vois ça, je le vois ici, où des amis noirs américains ont des que ça soit, voilà, tu galères dans une compagnie de danse à Atlanta pendant 30 ans, tu arrives à Paris, et qui pour eux, voilà, Paris reste encore cet endroit... Voilà, qui a ouvert les bras à Richard Wright. Et par rapport à ça, moi j'ai une réaction qui est assez intéressante, et après je te laisse développer sur la question, où quand je monte Marianne Noire à l'étranger, les gens sont choqués, surtout les Afro-Américains, d'entendre qu'au-delà de la langue, quand ils lisent, ils comprennent ce que tu dis, ils comprennent ce que Bintou dit, et ils ne le comprennent pas parce que c'est traduit en anglais, mais ils le vivent. Et alors que la France, voilà, avait voilà, cette réputation d'être le pays où on pouvait être noir, où on pouvait, voilà, dans les années 50, on ne pouvait pas boire dans une fontaine parce qu'en étant noir, et là on arrive et on est aux Deux Magots, on est au LIP avec... et donc ouais, ça pose cette question de ouais, chaque pays a besoin de son noir, et qu'est-ce que c'est que d'être noir, et quelle est l'histoire qu'on traîne avec soi par rapport à l'endroit géographique où l'on est. Et c'est pour ça, moi, dans mon travail, il y a une chose, on a coécrit ensemble un article qui s'appelait « Du besoin d'ancrer ». Comment dit-on noir ? Comment dit-on blackface en français ? Du besoin de traduire et d'ancrer l'expérience noire dans l'Hexagone. Lorsque, l'année dernière, pendant les affaires George Floyd, on disait « Ah non, mais la France ne peut pas être raciste, c'est bien le pays où Juliette Gréco a pu sortir avec... » Mais quelle folie ! Parlons de nous. Parlons de nous, ce que c'est d'être Maboula Soumaoro en France. Ce que c'est d'être même Fatouni en France, parlons de nous. Et le fait, voilà, qu'on nous amène des... Il y a ce journaliste noir américain qui est devenu la dernière coqueluche de la presse parisienne de gauche, et qui vient dire, mais comment est-ce qu'on peut critiquer la France ? La France n'est pas un pays raciste, j'y suis. Ben oui, tu es américain, tu es noirquais, ce n'est pas la même expérience. C'est ça, comme moi, il y a longtemps, on m'a dit, quand j'avais commencé mes études d'anglais, moi j'avais des amis qui m'avaient dit, franchement, si j'étais toi, je ne me prendrais même pas la tête, je parlerais anglais dehors, partout. Tu vois ce que je veux dire ? En France. Ouais. Je me ferais passer pour une américaine. Parce que chaque histoire a son rapport particulier noir. Et ce que je trouve intéressant et tellement parlant, c'est que justement, si on nous foutait la paix, et si justement on nous laissait mener, on nous donnait les moyens de mener les recherches qu'on voudrait mener, c'est ça qu'on étudie, la spécificité. Être noir en France, c'est pas la même chose qu'être noir en Italie, qui n'est pas la même chose qu'être noir au Brésil ou en Grande-Bretagne, à la Jamaïque, je sais pas moi, à Trinidad ou aux États-Unis, au Canada. On pourrait, aller dans les nuances.
être noir, par contre, c'est intéressant ce que vient de dire Mme Fatou, c'est que d'un côté, tu as la corporalité, tu vois, tu as la matérialité du corps et la perception de ton corps, mais à cela viennent jouer l'histoire, la culture, la langue, la nationalité, tu vois. Mais quand tu ne parles pas, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai déjà été arrêté par la police aux États-Unis et ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé parce que ça dépend où t'es et de toute façon, j'étais noire et en plus j'étais avec des noirs. Donc, j'ai pas eu le temps d'être française. C'est trop bien. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de... Tu vois. Donc après tu joues la carte. Bien sûr t'es française. Moi, mais tu leur as dit que t'étais française? J'ai joué, mais bien sûr. Ouais. Mais attends, il y a eu plusieurs fois. Il y a une fois, ça m'a sauvé la vie. Mais il y a une fois en voiture, ça n'a rien fait. L'autre, elle m'a crié dessus comme si, je sais pas quoi. Mais parce que j'avais pas eu le temps. Mais il y a des fois, bien sûr que j'ai eu le... Mais t'étais avec des Afro-Américains. T'étais contaminé. Avec un Jamaïcain. T'étais trop contaminé. C'était mort, on était cuit. Avec un problème avec un autre noix aussi. Avec des locks, tout le monde loxé et tout. Ouais. Non, c'était trop. Non. Et là, il y avait pas... Tu vois ce que je veux dire? Ou quand tu penses aux violences policières, comment dire... Adama Diallo, voilà, dans le Bronx, je sais pas à quelle heure du matin, on en a... Amadou, ouais, voilà. Oui, Amadou. Voilà, t'es là, on s'en fout. On saura plus tard que t'étais guinéen, tu vois. Mais une autre fois, moi, ça m'est arrivé aussi de... J'étais en train de fumer là dans un endroit où je devais pas fumer dans le métro, enfin en plein air, genre il y a des flics en civil qui sont arrivés et ils sont venus me voir, j'ai dit merde, tu vois, et ils m'ont posé des questions et j'ai fait la française. Excuse me, I didn't know, officers, tu vois. Et après ils m'ont dit bon, tu sais, genre ils voulaient quand même mettre une amende et ils m'ont dit donnez-nous votre pièce d'identité. Et j'ai sorti mon permis français rose direct et je l'ai fait exprès. Ils ont dit mais regarde, c'est quoi ça, le permis français, il fait 4 pages et tout, enfin tu vois. Et j'ai pu esquiver comme ça. J'avais juste peur parce que comme on était près de Columbia, j'avais peur que des étudiants passent et me disent hi professor, c'était tout. Mais bien sûr que j'ai parlé I didn't know, I come from France. Non mais là tu prends le pire accent français. Et pourquoi? C'est parce que en fait quand t'es Renoir dans cet espace-là, t'es pas le Renoir de l'embrouille. T'es pas le Renoir original. T'es pas celui, tu vois, t'es pas ce noir-là. Donc c'est ça aussi qui nous permet de réfléchir à l'absurdité et toutes les facettes de la racialisation en vérité. Que noir, c'est pas, les gens vont te dire oui, non, mais noir, on entend que ça. Mais noir, c'est compliqué. La race, c'est compliqué. La race, ça peut être associé à d'autres éléments. La race avec le genre, la race avec la classe, la race avec la nationalité, la langue parlée, tu vois. Donc quand t'es française, et c'est différent d'être même africain, si t'es noire et française, ben bizarrement, aux États-Unis, tu peux être associé à la vision fantasmée de la France, de Paris. Tour Eiffel, Chanel, haute couture. Komm, erzähl es auf Keras Podcast. Pode dizer lá na rádio da Kera. Adore Radio Kera bu di sa. Geçseldadım Kera. Keira'nın radyosunda söyle. Demal wax ko ci radio Kera. Radio Keira da Kasejbke. Opowiedz to w Radio Keira.